Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Fabienne Schex. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes venue de Tours et vous êtes venue avec votre bon goût puisqu'on voit que votre pull est raccord avec le fauteuil. C'est très agréable. Moi, je suis bien placé. Je vous remercie. En plus, ça va aussi avec la couverture de votre livre qui s'appelle « Au plus près des détenus, rencontre hors norme d'une mère de famille ordinaire avec des détenus ». Et vous racontez dans ce livre qui se lit très facilement vos rencontres avec ces prisonniers que vous êtes allés voir au-delà de toutes ces serrures. Je ne sais plus, vous dites qu'il y en a une dizaine ou un peu plus, avant d'arriver jusqu'aux personnes. Et puis après, il y a aussi les serrures qui cadenassent le cœur de certaines personnes. Mais comme vous étiez là pour les voir, les écouter, les aider à apprendre à peindre notamment, bien certains cadenas se sont ouverts. Vous allez nous raconter cela dans quelques instants. Je vais vous demander juste avant de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi une prière que j'ai appris il y a très très longtemps, quand je faisais du scoutisme et que je récite depuis tous les jours, qui est une prière de saint François d'Assise, qui s'appelle « Dans le silence de ce jour naissant ». Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patiente, compréhensive, douces et sages. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles de toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillante et si joyeuse, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour je te révèle. C'est très beau. Quel est le point en particulier que vous appréciez dans cette prière ? Alors c'est la phrase « Regardez les autres au-delà des apparences, comme tu les vois toi-même ». Et cette autre phrase que, justement, en passant le seuil de chaque porte pour arriver jusqu'au quartier femme dans ma première expérience, « Revêt-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour je te révèle ». Alors, on va commencer un petit peu par le commencement. D'où venez-vous ? Alors je viens d'une famille catholique pratiquante. Voilà, et qui m'a donné l'occasion, dans ma jeunesse, justement, de faire du scoutisme, faire pas mal de choses en relation avec la foi qui circulait dans notre famille. Est-ce que vous avez des exemples parmi vos parents, oncles et tantes ou grands-parents d'engagement, je sais pas, dans des associations caritatives, dans les églises ? Oui, alors dans les églises, plutôt formation de catéchisme, des choses comme ça. Et puis d'autres qui sont engagés aussi dans le scoutisme, c'était assez probant. Voilà, en gros. Et vous êtes mariée ? Oui. Des enfants ? 3 garçons, 3 grands garçons. Et un jour, à la fin des années, au début des années 90 ? Oui, en 98, c'est 98, ça. La fin. Là, tout d'un coup, vos pas vous ont dirigé vers la rencontre des détenus dans une maison d'arrêt, c'est ça ? C'est ça, dans l'est de la France. En fait, on a beaucoup déménagé. Et on arrivait dans une ville, les enfants étaient bien dans leur peau, bien intégrés. Et puis, souvent, quand j'arrive dans une nouvelle ville, je confie au Seigneur, en fait, dans l'oraison. Je dis, voilà, je sais que tu vas me mettre au bon endroit au bon moment. Voilà, là, je suis prête, l'emménagement est fait. Et c'est après une raison, justement. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé dans l'annuaire, j'ai vu qu'il y avait une maison d'arrêt et j'ai appelé, tout simplement. Sans formation, sans rien. Et vous aviez le goût auparavant d'aller comme ça en prison ? C'était absolument pas prémédité. Vous aviez fait quoi auparavant comme engagement Alors parmi les c'était différents... plus... Votre mari est militaire ou... Non, en fait, c'était contractuel. Il y avait une clause de mobilité dans sa société. Plutôt dans des associations genre SOS Prière, l'écoute, etc. Donc j'étais déjà plutôt tournée vers ça. Et puis j'ai toujours été touchée par les personnes qui étaient en situation d'abandon et d'enfermement. Donc ça m'a peut-être amenée tranquillement. Est-ce que vous savez pourquoi vous étiez particulièrement sensible à cela ? C'est lié à des moments de votre enfance Non, je pense pas. Je pense que c'est une question de tempérament. L'autre me touche. D'accord. Voilà. Je suis passionnée par l'être humain, en fait. Et alors, dans la cour d'école, c'est vous qui alliez défendre la petite qui se faisait attaquer et que personne n'aidait ? Oui, ou consoler, oui, c'est vrai. Vous êtes avocate, c'est ça ? C'est ce qu'on vous disait dans la famille ? Oui, c'est vrai. Alors là, toc, 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 coucou, c'est moi. C'est ça. Et du coup, très bon accueil.
J'avais eu l'idée, comme j'aime beaucoup peindre, de leur proposer un atelier de peinture, et là sur des t-shirts, donc c'était un budget qui était tout à fait abordable pour eux. Donc je suis passée dans le bureau du service pénitentiaire et d'insertion, une psychologue pendant 1 heure et demie, demande d'agrément, et puis quelques mois après, parce qu'il y a quand même une enquête morale qui est faite sur vous et votre entourage, et ben, je franchissais le seuil de cette maison d'arrêt. Petit détail, quand on rentre là-dedans et qu'on entend clic-clac, 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 qu'on est avec quelqu'un avec qui il faut passer le papier et tout ça, et qu'on rentre toujours plus à l'intérieur, C'est vrai. on n'a pas le cœur qui commence à palpiter un peu plus? On se rend compte au fur et à mesure des portes qu'on est vraiment dans un endroit enfermé, en fait. Il n'y a plus de perspective, on ne voit plus le ciel, il y a des odeurs prégnantes, il y a beaucoup de bruit. Et c'est vrai qu'on a le cœur qui palpite, mais en même temps, j'ai envie de dire paradoxalement, il y a une vraie joie que votre propre projet aboutisse, en fait. Voilà, c'est un mélange. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. La peur, non? Pas du tout. Vous n'êtes peut-être pas d'un tempérament peureuse? Pas dans ce milieu-là. D'accord. Oui, Et puis la rencontre de l'autre, c'est ça. qui est là au fond de toutes les portes, au fond de la coquille, C'est avec ça. un groupe qui est aussi avec ses propres lois, dans un univers, donc, comme vous le disiez, très difficile, très minéral, Oui. pas de lumière du jour, toujours Oui. la lumière allumée, toujours cette C'est ça. lumière. Et là, essayer de retrouver une communication normale. Alors en fait, il y avait une salle dédiée à cette activité. Et ça, par contre, je ne m'attendais pas, mais on m'enfermait complètement. Il n'y avait plus que l'Oculus qui me reliait à l'extérieur. Et j'avais à peu près 8 ou 9 jeunes femmes par atelier. Donc on se présente, on dit bonjour, je m'appelle Fabienne, et je vais donner un petit peu de temps, et on va bien s'amuser ensemble, on va peindre, voilà. Et en fait, très vite, cette activité, on se rend compte que c'est un peu un alibi. Parce que j'avais mis dans le coin d'une pièce l'endroit où on pouvait décalquer, parce que ça ne savait pas dessiner. Et ça devient un endroit de confidence. Et c'est au fur et à mesure des mois de cette expérience que je me suis rendu compte qu'au-delà de la peinture, elle se sentait écoutée dans ce moment privilégié et rejointe, et qu'à ce moment-là, elle déposait. Jugée. Et pas jugée, voilà. Alors elles m'ont souvent posé des questions, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, vous êtes qui? Vous n'êtes pas payé en plus, vous êtes bénévole. Et vous voyez? Non, elle me tutoyait assez vite. Et tu as des enfants, mais ils sont au courant, mais tu te rends compte de ce qu'on a fait nous. Voilà, donc je me contentais de répondre brièvement parce que ce n'était pas le sujet. Mais Quel âge aviez-vous à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais pas 30 ans. Voilà. Et j'ai toujours été surprise parce qu'elle déposait assez vite. Et surtout, ce qui était touchant, c'est que d'une fois sur l'autre, c'était jamais les mêmes groupes, parce qu'en prison, les amitiés se font et se défont aussi vite. Et quand même, celles que je revoyais tous les 15 jours ou 3 semaines, on sentait qu'il y avait une relation qui se créait. Et il faut savoir qu'en plus, elles ont très peu de communication avec l'extérieur, parce qu'une maison d'arrêt, c'est un lieu où elles sont enfermées 22 heures sur 24, où la communication avec l'extérieur est très restreinte, parce qu'elles sont en attente de leur procès. Voilà, donc dès qu'il y a du lien... C'est là où il y a quand même un peu de parloir de temps en temps, et notamment l'affreux parloir fantôme. Exactement, où effectivement, parfois, elles ont la joie d'avoir un parloir, et puis elles reviennent bredouilles, désemparées, parce que la personne n'est pas venue. Tout à fait. Alors quand on est comme ça au contact d'êtres humains, de la fameuse patte humaine, et qu'on en voit les côtés sanguinolents, comment on fait pour pas tout d'un coup se mettre à emporter un peu trop sur les épaules? Alors à l'époque, j'étais un peu gonflée, si je puis dire, parce que j'avais suivi aucune formation, j'y allais avec ma bonne volonté et mon envie. J'ai pu faire une relecture. En fait, j'ai fait la connaissance de l'aumônier catholique qui était présent H24. C'est la seule personne d'ailleurs qui a les clés de toutes les cellules dans l'établissement. Et grâce à lui, et lui aussi était content finalement parce qu'on débriefait un peu, et quand les choses étaient un peu lourdes, voilà, ça nous permettait de partager et de décompresser. Oui, parce que si on n'a pas appris entre guillemets les techniques, c'est pas toujours évident de se défaire de toute cette noirceur, en fait, toute cette souffrance aussi. C'est ça, et c'est là où on voit la puissance de la grâce, en fait. Je ressortais, j'avais besoin d'en parler avec mon mari, pas avec mes enfants qui étaient trop petits. Parfois, ils me disaient, c'est bon, là, j'ai ma dose, là, voilà, stop. Mais mis à part ça, c'est vrai que c'est une grosse énergie
de prendre tout ça, pour amortir tout ça. Et en même temps, je crois que la grâce était vraiment là. C'est impressionnant. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter finalement. C'est ça. Ça vous est revenu un peu en tête cette... Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a le risque parfois, quand on s'engage comme ça, de se trouver finalement pas si mal que ça et on va quand même visiter les gens en prison, je veux dire, on a un vrai engagement et voilà. Est-ce qu'on risque d'avoir tout d'un coup, comme on est des êtres humains, Oui. tout d'un coup une sorte d'orgueil ou de vanité qui vient gentiment se placer là et qui gâche un peu l'acte gratuit et généreux qu'on pose? Alors, en fait, j'ai de la chance, ça ne m'a pas trop effleurée, parce qu'en fait, j'en reviens à l'écoute. C'est un moyen, mais extraordinaire, pour ces êtres vraiment spéciaux, qui ont quand même souvent, les 2 tiers avaient tué quand même, avec commis l'irréparable. Sur des enfants, sur le mari, sur la belle-mère? Homicide, infanticide, voilà. Donc un passé, elles attendaient leur procès, donc elles étaient quand même dans une tension extrême. Et ça m'a peut-être effleurée, si je vais être honnête, mais c'était pas du tout ce qui m'animait. Parce que quand on voit tout ce qu'elles arrivaient à déposer et voir cette petite portion d'humanité qui se remettait en elles, quand elles arrivent en prison, elles deviennent un numéro d'écrou. Ouais. Et cette notion d'unicité, ça n'existe plus en prison. Vous avez appelé Jésus au secours parfois? Alors, j'ai eu une fois très peur, au cours d'un atelier où il y en a une qui a vraiment pété les plombs d'un seul coup. Vous le racontez d'ailleurs. Voilà, et là, vous vous dites, oula, est-ce que je vais continuer? Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, fais encore 2-3 mois. Et cette personne m'a beaucoup aidée, elle m'a dit, tu ne crains rien, c'est entre elles qu'elles craignent. Et toi, tu ne crains rien. Voilà. Donc ça m'a bien... Et j'ai plus jamais eu peur. Pas de cauchemar? Non. Et votre mari? Non plus, je crois pas. Alors vous avez fini par déménager à nouveau parce que votre mari continuait ses aventures professionnelles. Vous changez de ville et là vous allez vous retrouver dans un autre cas de figure. C'est celui avec des prisonniers malades, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai intégré... Alors avant, j'ai fait 2 ans de formation à l'écoute et à l'accompagnement de fin de vie. Parce que oui, il y a des personnes qui meurent en prison. Et il y a en France 8 unités hospitalières sécurisées. Et donc celle que j'ai intégrée dans l'ouest de la France, j'ai posé ma candidature après cette formation. Et là, effectivement, j'ai découvert un autre monde, alors beaucoup plus aseptisé. On imagine une prison dans l'hôpital, comme un service. Voilà. Une aile un peu sur le côté. Tout à fait, cachée. Et à laquelle on rentre à nouveau avec... On passe au sous-sol, c'est pas du tout vu du public. Voilà. Mais alors propre, voilà. Parce que là, ça n'a ce rien à voir. de la prison en France, c'est quand même la surpopulation, la dégradation c'est ça. Des murs, surtout les maisons des grilles d'arrêt, et tout ça, les maisons d'arrêt. Et tandis que là, c'était presque tout beau, tout propre. Voilà. Et puis, alors là, effectivement, il y a une double vulnérabilité pour eux. Et puisqu'ils sont détenus et malades. Et souvent, ils viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer généralisé. C'est ça, quand vous dites malades, c'est des maladies graves. Et... Oui, il y a une certaine moyenne d'âge quand même. Et plutôt fatales. Des détenus qui ont déjà fait... Ce sont des longues peines, souvent, sauf les personnes qui sont arrivées la veille pour tentative de suicide ou des choses un peu plus... Et là, effectivement, donc concrètement, en fait, j'aimais bien ce moment-là parce que j'arrivais au moment des transmissions, d'un changement d'équipe médicale. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais au bout de quelques semaines, elle me voyait arriver et elle disait « Ah, voilà Fabienne, alors on va... » Elle réfléchissait collégialement avec les médecins et infirmières en disant « Qu'est-ce qui n'a pas le moral? Qu'est-ce qui aurait besoin d'une visite ?» Donc, par ma venue, en fait, c'était chouette parce qu'elles s'intégraient et elles avaient le souci que j'aille visiter ceux qui en avaient le plus besoin. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a semé ça dans le cœur? C'est votre maman? C'est votre grand-mère? C'est qui? Je ne sais pas, c'est peut-être là-haut. C'était un besoin? En tous les cas, c'est... Vous êtes mère de famille? Oui. Donc vous aviez déjà donné pas mal de votre temps et attention et écoute à vos enfants, à votre mari aussi, j'imagine. Vous aviez trop d'amour dans le cœur, fallait en donner encore ailleurs? Je ne sais pas, mes très bonnes amies disent que j'ai plutôt une tendance facile à l'écoute. Et peut-être que voilà, je l'ai réalisé dans ce milieu-là, effectivement. Alors il y a eu des expériences... extraordinaire aussi, on reçoit aussi, même si... en lisant le livre, vous voyez, j'étais pas... Juste en lisant le livre, on reçoit aussi. On est à côté de vous et on reçoit aussi dans cet échange, et vous le dites vous-même, c'est que, comme dans beaucoup d'ailleurs de ce genre de témoignages,
au départ, on pense apporter quelque chose aux gens et en fait, on repart plus complètement. riche. Voilà. On peut même parler de, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais de fécondité de la part des détenus. J'ai vu un grand-père, par exemple, qui a abusé de ses petits-enfants et qui, lors d'une de nos rencontres, m'a dit je ne pensais pas qu'un jour il grandirait et qu'il parlerait. Et avec lui, on a fait tout un chemin. Par exemple, il avait du mal à écrire, donc quand j'arrivais pour le visiter, il y avait un papier et un crayon, et ma main ne servait, c'était juste ma main, je n'existais plus, et il me dictait les lettres de demande de pardon à sa fille. Voilà. Vous imaginez, c'est des moments, mais d'une richesse humaine incroyable, et beaucoup de larmes aussi chez les hommes. Un autre que j'ai suivi pendant 8 mois jusqu'à sa mort, il s'est remis debout. Moi, j'ai juste mis mes pas dans les siens. C'était la seule chose qui m'importait. J'ai pu le suivre après parce que sur la demande de l'équipe médicale, en fait, on peut demander une suspension de peine quand on sent que la personne va bientôt décéder. D'accord, oui. Et du coup, j'ai pu aller le voir comme je voulais parce que dans un centre de soins palliatifs classique. Oui. Vous en parlez de celui-là. Oui, j'en parle. Celui qui parlait pas au départ. Enfin, voilà, qui était limite psychotique, oui. qui m'a même bien testé avant que. Il avait 24 ans d'incarcération. Il se demandait à chaque fois que je le voyais, mais pourquoi je venais le voir, qu'il n'avait rien demandé. Il n'a rien demandé. Voilà. Vous venez le voir, et finalement, il demandait aux infirmières que je passe le voir tous les soirs. Et 3 jours avant son décès. Et c'est là où je pense qu'on est vraiment éclairé par le Seigneur. La cadre médicale m'avait dit, vous pouvez le stimuler, il vous entend. Il va bientôt mourir, mais il vous entend. Et je me suis vraiment approchée de lui et je lui ai simplement dit, je suis tellement fière d'être votre ami. Et là, j'ai vu qu'il entendait et il est mort 2 jours après. Et c'est des moments, mais ça vous donne envie de revenir, de retourner, vous voyez, de les revoir, ces hommes-là. Alors, cette expérience-là auprès de... j'ai envie de dire des plus pauvres, des plus fragiles aussi, oui. de notre société, en tout cas des plus seuls, et seuls avec eux-mêmes, avec peut-être une conscience qui leur dit tous les jours tu es un monstre. C'est quand même une situation qu'on a même du mal à imaginer. Elle leur dit, ouais. Est-ce que ça vous permet de regarder vous-même le monde avec d'autres yeux Je pense par exemple à tous ces derniers mois où on entend des choses assez horribles dans l'actualité, notamment avec des personnes de l'Église qui ont été des modèles pour beaucoup, et on se rend compte après qu'ils ont commis des actes criminels. Est-ce que vous regardez ces choses-là autrement, avec un autre œil ? Comment vous le regardez ? En fait, quand on touche de près à ces personnes en prison, je vais quand même vous signaler une chose, c'est que je n'oublie jamais les victimes qu'il y a derrière toutes ces personnes rencontrées. Vous le dites d'ailleurs dans le livre. C'est très important. Oui. Voilà, je ne suis pas là pour les... Enfin, je n'ai pas à être juge, mais par contre, j'oubliais jamais les victimes. Quand ils me décrivaient ce qu'ils avaient fait, j'oubliais jamais les victimes. Pour répondre à votre question, en fait, cette expérience en milieu carcéral vous montre que eux-mêmes, quand ils vous racontent leur enfance, ont été des victimes avant d'être des coupables. Et c'est ça qui fait qu'on a un autre regard et qu'on a devant nous une personne humaine. On se fait un pas de côté par rapport à son acte et on ne regarde plus que la personne humaine, en fait. Donc, par rapport à tout ce qu'on entend, effectivement, dans le monde de l'Église, etc., voilà, moi, c'est pas moi le bon Dieu, c'est pas à moi d'en juger. Voilà, mais je sais que derrière toutes ces personnes, il y a d'abord un être humain. Oui. Voilà, avec ses fragilités, avec... Et votre vie de foi, comment elle a grandi avec toutes ces années ? Parce qu'à vous entendre, on sent que vous avez un petit peu reçu quand même dans votre enfance. Oui, j'ai été très gâtée. Et que les mouvements auxquels vous avez participé vous ont aussi beaucoup apporté. On imagine que la vie de famille aussi était dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui vous a permis encore de... Qu'est-ce qui a grandi chez vous encore avec cette expérience en prison ? De jamais désespérer, en fait. Parce qu'un des détenus avec lesquels j'ai correspondu a fait la rencontre, et c'est pour ça que j'ai envie de témoigner, c'est qu'on entend toujours, enfin souvent, on a une relation anxiogène ou un peu conflictuelle avec la prison, on nous donne une image tellement vétusté, violence, surpopulation, mais il se passe aussi des belles choses en prison. Et ce détenu avec lequel je correspondais a fait la rencontre de bonnes personnes, d'un diacre, d'un prêtre, et il s'est fait baptiser. Donc il se passe vraiment des belles choses en prison, donc j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus. Voilà, c'est ce qui me motive en fait. Et dans ma vie de foi, en fait, c'est cette relation-là, en fait, c'est-à-dire, ce sont des êtres humains. Parce qu'il y a la prison,
avec les gens qui sont dedans, avec les gens qui sont dedans et qui travaillent, et puis les familles des gens qui sont dedans, les familles des gens qui travaillent, l'appareil de la justice aussi, c'est quand même tout un univers C'est vrai. qui vibre, hélas, un peu à l'unisson. Et quand je dis hélas, c'est parce que souvent c'est de la misère, c'est de la peur, c'est de la douleur, c'est de la solitude. Vous arrivez avec votre petite lumière dans la main, à essayer de les mettre un petit peu à droite à gauche. C'est vrai que j'avais aucune autre prétention que de me mettre à leur écoute. Ce mot revient souvent parce que j'aime pas ce mot puissance, mais l'écoute, mais on le voit dans la vie de tous les jours aussi. Françoise Dolto racontait une histoire, une patiente qui lui disait ma meilleure amie m'agace parce qu'elle me coupe tout le temps la parole. Moi, j'ai besoin d'être écoutée. Et un jour, je l'ai arrêtée et je lui ai dit à mon amie, mais si tu parles à ma place tout le temps, je me mets où? Et je trouve ça très révélateur, très juste. Oui. Ah, oui. Vous êtes aussi... vous communiquez aussi beaucoup avec des prisonniers par le biais de lettres, aujourd'hui, parce que vous avez cessé votre vie aujourd'hui fait que vous aviez moins j'imagine, de facilité à aller visiter ces gens-là. Donc vous continuez par le courrier de manière anonyme. En un mot, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très différent parce qu'il n'y a plus cette relation de visu, mais on peut faire des beaux chemins. Par exemple, j'ai un braqueur avec lequel j'ai correspondu qui a fait des gros braquages à main armée, etc. Et il n'y avait plus personne, il avait fait le vide autour de lui parce qu'il avait pris une longue peine, forcément. Et par contre, il était devenu SDF et il croisait sa sœur dans la rue tous les jours qui ne faisait même plus attention à lui. Parce qu'il faut savoir que collatéralement, toute la famille trinque. Et on a travaillé pendant ces plusieurs années de correspondance sur la notion de lien. Et je lui ai essayé de l'amener à lui dire, voilà, il ne vous reste plus que ce lien-là. Et essayer d'en faire quelque chose. Et on a avancé tout doucement, mais moi, je me suis mis à son rythme, parce qu'il y a tellement des hauts et des bas dans leur... Et la dernière lettre, avant qu'il soit libéré, qu'il m'a envoyée, c'était une photo de lui tenant par l'épaule sa sœur. C'est beau. Voilà, c'était cadeau. Voilà ce qui stimule, en fait. Vous avez eu quand même, dans toutes ces années, un moment de doute, à part cette histoire où tout d'un coup, il y en a une qui a un petit peu... pété un plomb, comme vous disiez, ou bien cet autre qui rapprochait ses mains gentiment autour de votre cou, ça devait être un peu bizarre, mais est-ce que vous avez eu des moments de doute, des moments où vous avez souffert de vos propres limites, avec l'impression de... Oui, vous avez entendu, mais est-ce que vous avez réussi à répondre à la demande de cette dame, parce que peut-être qu'éventuellement, ça s'est terminé comme ça en autre boudin, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'en prison, il y a une prévalence des troubles mentaux très très forte. La frontière entre le psychique, l'atteinte psychique et la prison est très 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 mince. Non, en fait, c'est pour ça que je vous parlais de grâce tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, je pense que le Seigneur sait où il vous met au bon moment, au bon endroit. C'est incroyable d'ailleurs. Voilà, merci Fabienne. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer 3 cartes, successivement, de lire les questions, de nous répondre brièvement. Voilà, je vais y arriver. Je n'ai pas un passé de magicien très brillant. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu » ? Par quoi dois-je commencer ? Je dirais déjà de peut-être franchir le seuil d'une église pour se laisser toucher et d'aller voir peut-être un prêtre ou un religieux dans un monastère et en parler avec lui. Quelle est votre prière préférée ? Alors, je la trouve très dure et très exigeante, mais j'aime beaucoup la prière d'abandon de Charles de Foucault. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner ? Je dirais plusieurs fautes quand la personne ne va pas bien, en fait. Peut-être pas une spécialement, mais suivant la disposition de la personne, oui. Merci beaucoup Fabienne. Bien, merci tout simplement d'être venue déjà de Tours jusqu'à nous pour nous partager votre témoignage qui, j'espère, fera des émules si le Seigneur les appelle à leur tour. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Au plus près des détenus, rencontre hors norme d'une mère de famille ordinaire avec des détenus »,
paru aux éditions Edita, dont on voit l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez le commander donc par Internet si cela vous intéresse. Merci d'être venu. Merci à vous tous d'avoir été présents avec nous ce soir. N'hésitez pas à distribuer ce témoignage pour que ça fasse la petite lumière dont on parlait tout à l'heure, à distribuer un petit peu partout pour nourrir l'espérance. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur notre site www.ktotv.com pour aller chercher cette émission. Et puis à la semaine prochaine.